Troisième et dernier débat de cette soirée spéciale élection législative sur France 3 Aquitaine en partenariat avec France Bleu. On va s'intéresser maintenant à la 7e circonscription de la Gironde. Globalement, ce sont les communes de Gradignan, de Cestas ou Canet-Jean ou certains quartiers de Pessac. On va en parler d'ailleurs dans cette émission, notamment celui de Seiches-Formanoir. Les deux candidats qui sont arrivés en tête au premier tour sont sur ce plateau. La députée sortante, tout d'abord, qui est la députée sortante Ensemble Majorité Présidentielle, Bérengère Couillard. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Face à vous, Sébastien Saint-Pasteur qui est arrivé en tête, lui, au premier tour de cette élection législative. Vous êtes candidat du Parti Socialiste et du Nouveau Front Populaire. Bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être sur ce plateau. Alors, deux candidats sur ce plateau. Vous êtes arrivés en tête tous les deux, mais vous êtes trois et vous serez trois ce dimanche au second tour. Ce sera donc une triangulaire, mais la candidate du Rassemblement National, Clémence Navet-Dumas, qui est arrivée en troisième position, n'a pas souhaité participer à ce débat ce soir consacré donc à la 7e circonscription de la Gironde. La première question pour tous les deux, on va commencer avec vous, Bérengère Couillard. On va revenir tout d'abord sur votre score au premier tour de cette élection législative, 33,12% exactement des suffrages. Est-ce qu'il vous a satisfait, ce score, ou il est un peu en deçà de ce que vous espériez ? Alors déjà, il y a eu une percée du Rassemblement national sur l'ensemble du territoire et moi je suis, même si c'est toujours trop haut, je suis satisfaite qu'elle soit aussi loin de nous, autant du candidat du Nouveau Front Populaire que de moi-même. Et donc il est impossible pour elle de remporter la circonscription et on le voit bien d'ailleurs, la chaise est vide et elle ne vient même plus défendre sa candidature. Aujourd'hui, le scrutin il se joue entre la candidature du candidat du Nouveau Front Populaire et moi-même. Et du coup, je trouve que c'est évidemment important de pouvoir défendre nos points de vue et cette candidature. Bien sûr, je suis satisfaite de ce score. Ce score, il montre quoi ? Il montre que j'ai été évidemment reconnue pour le travail qui a été effectué pendant maintenant 7 ans. Oui, vous êtes députée depuis 2017. Hein. 7 ans aux côtés des habitants, à leur écoute, toujours présente, malgré avoir été extrêmement investie à Paris, à l'Assemblée nationale, dans les différents textes sur lesquels j'ai eu l'honneur d'avoir été notamment rapporteur, porté ma loi. On va y revenir là-dessus. Donc je suis bien sûr satisfaite. Il y a quelques points qui nous séparent avec le candidat du Nouveau Front Populaire et j'ai bon espoir que cela s'inverse et de remporter l'élection dimanche prochain. Sébastien Saint-Pasteur, candidat Nouveau Front Populaire, Parti Socialiste, vous êtes arrivé en tête au premier tour avec 38,5% des suffrages. Une satisfaction, oui, forcément, d'arriver en tête et avec ce score ? Alors merci tout d'abord de votre invitation. Je vous en prie. On est arrivé en tête, oui, après exprimer une satisfaction avec les résultats du Rassemblement national sur le territoire national et même dans notre circonscription, c'est difficile. Après, si on regarde les choses avec lucidité, je dispose de plus de 3000 voix d'avance sur Bérengère Couillard. Je bénéficie du ralliement d'Ousmane Thiam qui est arrivé en 4e position et qui a réuni un peu plus de 1500 voix. Il y a une dynamique sur le terrain qui est extrêmement positive, donc les motifs de satisfaction, ils viennent plutôt des choses qui sont objectivement mesurables. Mais mon combat et le moteur de mon engagement, c'est la lutte contre le Rassemblement national. Donc il n'est pas terminé, il y a un second tour et c'est dans cet état d'esprit déterminé que je l'aborde. On rappelle que la candidate qui sera avec vous au deuxième tour n'est pas là ce soir. Le score du Rassemblement national, on va s'y attarder un instant. Bérengère Couillard, il est supérieur à 20%, 22,43% dans votre circonscription. C'était beaucoup moins il y a 2 ans, évidemment. C'est quoi ? C'est l'effet national du Rassemblement national, si on peut poser la question ainsi. Oui, il y a une vague nationale et notre territoire n'a pas été épargné. Certes, il n'est entre guillemets qu'à 22%, mais on ne peut pas se réjouir. Il y a une triangulaire. Cette candidature, elle est encore là. Et donc, bien sûr que ce n'est pas satisfaisant. Certes, en fait, c'est un territoire modéré. Donc forcément, il y a eu moins de votes pour le Rassemblement national. Mais il n'empêche qu'il faut évidemment entendre ce que disent les électeurs, pourquoi ils votent pour le Rassemblement national. Et malgré tout, pourquoi, dans notre circonscription, où il fait plutôt bon vivre, on arrive à des scores aussi élevés. Et c'est ça que je fais depuis maintenant. Déjà, je le faisais pendant le mandat, mais bien sûr, je continue avec beaucoup de vigueur pendant cette élection d'aller au contact des habitants, maximum au porte-à-porte, pour comprendre pourquoi ces électeurs ont voté le Rassemblement national plutôt que nos candidatures. Sébastien Saint-Pasteur, sur cette question, pourquoi ils ont voté à Rennes en fait ? Je crois qu'il y a quand même un ras-le-bol, notamment exprimé vis-à-vis
Mais d'un certain mépris qui est exprimé par le pouvoir en place. On a la Convention citoyenne sur le climat qui n'a pas été suivie des faits. Après les Gilets jaunes, le grand débat qui a fait pchit. Et cette dissolution qui est totalement Le grand débat, incompréhensible. pardonnez-moi, qui était suite aux Gilets jaunes. Exactement, Suite aux Gilets exactement. jaunes, en 2018. Et puis les cette Gilets jaunes. dissolution qui intervient au moment où le Rassemblement national est le plus haut. Et il fallait peut-être être un peu inconscient, bien que le président de la République, je le respecte pleinement et c'est quelqu'un d'intelligent, pour penser qu'en si peu de temps, il y allait avoir un renversement radical des tendances qui s'étaient exprimées au soir des élections européennes. Au-delà de votre bilan local, Bérengère Couillard, est-ce que vous avez redouté de faire un petit peu partie du ras-le-bol après le chef de l'État, peut-être de cette dissolution incomprise? On rappelle que vous avez été député, réélu député, vous avez été secrétaire d'État, ministre délégué. Est-ce que vous avez dit, c'est quelqu'un du camp Macron, on élimine? Est-ce que vous avez peur de ça ou pas? Écoutez, on peut avoir un peu d'appréhension au départ quand on se lance dans une campagne précipitée, parce qu'en effet, la dissolution a été soudaine. Maintenant, j'avais évidemment beaucoup de bons retours de la part des habitants, que ce soit des Pessaquais, Gradignanais, Cestadais, Canéjanais. Donc, j'avais ces bons retours et les gens me disent, voilà, on n'est pas toujours d'accord avec tout, mais on reconnaît le travail que j'ai fait. Donc pour ça, évidemment, je les remercie. On a su tisser une relation de confiance que j'ai envie évidemment de préserver et même de renforcer dans les prochaines années. Cette deuxième circonscription de la Gironde a longtemps été une terre de gauche avant que Mme Couillard ne soit élue en 2017. Alors Pierre Ducou a été député, Alain Rousset, longtemps maire de Pessac et aujourd'hui président du conseil régional. Vous êtes pour l'instant en position de l'emporter, un peu plus que Mme Couillard avec quelques voix, même si tout se jouera ce dimanche. C'est votre objectif aussi que cette circonscription revienne à la gauche ? Mon objectif et le moteur de mon engagement, je le rappelle, et pardon d'être un peu redondant, c'est de battre le Rassemblement national. Moi, le soir des élections européennes... A priori, ça sera le cas, parce qu'elle a 22% des suffrages. On voit mal comment Clémence Navet-Dumas sera en position de l'emporter avec autant d'écart par rapport à vous. Il y a plusieurs niveaux, en fait. Il y a le niveau, en fait, de notre circonscription, où en effet le risque est mesuré, il est toujours existant, mais il est mesuré. Et ensuite, il y a le niveau national, où il y a des projections qui permettent, ou en tout cas qui laissent penser qu'une majorité relative ou une majorité absolue sera acquise par le Rassemblement national. Et dans ce cadre-là, en fait, on a deux options. Soit le statu quo et continuer, en fait, la politique qui a mené justement le Rassemblement national à ce niveau, ou faire confiance à une alternance positive que j'incarne sur ce territoire et que je souhaite porter à partir du 7 juillet pour notre circonscription et pour notre pays. Vous avez le sentiment de partir de loin, Bérengère Couillard, ou pas ? Non, moi j'entends ce que dit M. Saint-Pasteur. Moi je suis heureuse de la tenue de ce débat parce qu'en fait ça permet aussi de connaître un peu mieux M. Saint-Pasteur et notamment ses positions au niveau national. Vous vivez de la politique depuis que vous êtes sorti de l'école. Vous cumulez aujourd'hui 2 mandats locaux à la mairie de Pessac et également en tant que conseiller départemental. Moi je ne connais pas votre bilan. Vous n'avez jamais rendu compte de votre bilan sur ces 2 mandats que vous exercez. Et honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas. Si je sais une chose, c'est que vous avez réduit drastiquement les subventions aux collèges, notamment, et aussi aux associations au niveau du départemental. Donc, honnêtement, je ne peux pas vous dire bravo pour ces décisions-là. Mais au-delà de ça, moi, je pense que ce qui serait important aussi de dire, et particulièrement aux Gradignanais, aux Cestadais et aux Canéjanais, que vous n'allez pas exercer votre mandat si vous êtes élu. Parce qu'en fait, votre seul objectif, c'est que dans 6 mois, vous allez être candidat à la mairie de Pessac. Et donc, vous n'allez pas exercer votre mandat, alors que ce mandat, il demande quoi ? Il demande à avoir une députée, comme je l'ai été, engagée, une députée qui exerce son mandat pleinement. Je le disais tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de responsabilités, c'est parce que j'y ai donné beaucoup d'intensité. Et il faut cette intensité parce qu'il va falloir, en effet, être contre le Rassemblement national. Pour ça, il faut connaître l'institution. Moi, je n'ai pas besoin de 6 mois pour comprendre comment fonctionne l'institution. Je la connais. Et donc, il va falloir juste être extrêmement vigilant à ce que le Rassemblement national, s'il est fort comme il est pressenti, il faut absolument qu'on puisse le contrer. Et je ne crois pas que ce soit votre candidature qui puisse répondre à cela. À cette question, Sébastien Saint-Pasteur. Juste pour rappeler quand même que les municipales, c'est en 2026, qu'elles sont encore loin pour l'instant. Il y a les législatives ce week-end. On se présente en dimanche, 2025. Dimanche, il y a les législatives. Il faut 6 mois, 1 an pour faire sa candidature. Il ne va pas être candidat. J'avoue que ça me fait sourire. Je vous félicite pour vos qualités d'extra-lucide, puisque vous posez des questions que je ne me pose pas moi-même. Moi, vraiment, le 9 juillet, je vous invite à prendre contact avec le président de la République, puisque c'est lui qui a provoqué la situation dans laquelle on est, et c'est lui qui a provoqué aussi ma candidature, j'en suis désolé. Vous le bilan au Conseil des... S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu dans votre longue tirade. Je ne vous ai pas interrompu dans votre longue tirade. Merci. Donc, le bilan au Conseil départemental. On est à ce point mauvais que l'inauguration du collège Alfred Mauguin à Gradignan, votre nom est sur la plaque par respect républicain, alors que vous n'y êtes pour rien.
Le foyer d'accueil médicalisé de Montjous. C'est vos prérogatives, vous défendez la décentralisation. Je vous parle de mon bilan, me je dites pas vous que parle j'y de suis ce qui a pour été fait. Non, mais Pourquoi votre nom vous est dites sur comme ça votre nom est sur Moi, la je peux plaque. parler de mon bilan, mais parler du vôtre. On ne connaît pas votre bilan. On va faire- allez-y, Sébastien Saint-Pasteur. Sincèrement, je pense Vous êtes un qu'on petit peut peu en retard s'écouter sur les temps parler. de parole, hein, On qui peut sont s'écouter- clairement Bien sûr, clairement mais- égaux. s'écouter parler, Allez-y, pas s'interrompre, allez-y. s'il vous plaît. Donc, en gros, ce que je veux vous dire, vous me dites, j'ai pas de bilan. Je vous donne des exemples concrets. Le foyer d'accueil médicalisé pour personnes handicapées vieillissantes des Fontaines de Montjous, totalement rénové. Le COGE de la page, est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez où il est? De Non, quoi le COGE de la Oui, page. Vous oui. savez ce que c'est? Mais dites-moi, mais vous êtes expert sur ce sujet. Donc... Eh bien, justement, donc, le centre occupationnel de jour qui accueille des personnes en situation de handicap Oui. au niveau du domaine universitaire, qui a été totalement rénové. Et je pourrais multiplier les exemples comme ça. Château Sauvage. On ne connaît pas votre bilan. Mais parce que Vous je ne n'en passe faites pas pas, part. mais parce que je préfère agir plutôt que de communiquer sur les réseaux On n'est sociaux, pas encore c'est dans les peut-être un point de municipales, hein. différence. On n'est pas encore dans les municipales de Pessac. Là, on est Non, vraiment non, Je encore donne des dans la- exemples d'accord, on concrets est pour vraiment dans la défendre mon bilan en législature. tant que vice-président du D'accord, conseil de la départemental, 7e sur circonscription lequel des je suis Landes. attaqué sur mon inaction. Je suis un peu surpris. Après, peut-être que c'est par votre méconnaissance, peut-être un peu du territoire, Oh, que vous dites ignorez pas ça. aussi les choses qui sont Ne soyez faites. pas malhonnête. Honnêtement, La- je suis désolé de vous le dire. Les la mal- 3-4 exemples que je vous ai donnés, Ah ben- ils sont très concrets. C'est des investissements majeurs. Vous me donnez un exemple que vous me citez, qui est un sujet d'expertise. Le reste, ne croyez pas que je le connaissais pas. Vous m'avez pas demandé à chaque fois si je connaissais tous les Très sujets. bien, ben parfait. Bon, bah voilà. Mais je sais que vous êtes très contente de votre bilan et autosatisfaite de votre connaissance du territoire. Moi, en fait, j'agis Mais plutôt que de Vous ne communiquer. pouvez pas dire, Ces monsieur Saint-Pasteur, exemples-là, que je ne connais pas le territoire, comme je ne dis pas que vous ne le connaissez pas. Simplement, vous je dites dis qu'on ne juste que je connaît ne pas fais votre rien bilan. sur c'est le tout. territoire, ce qui est un peu déplaisant et discourtois, je le concède. On ne Après, connaît je trouve pas que votre vous bilan. avez glissé dans cette campagne sur des registres, moi, qui m'étonnent. Oui. On y reviendra peut-être. Vous avez distribué un tract, par exemple, sur l'entre-deux-tours, qui est un torchon, Un je tiens à vous le un dire. tract vérité. Alors, Un tract Enfin, vérité. on y reviendra, je Comment pense. c'est Ah pas bah, avec procuré, vous. hein, vous parlez d'un tract, mais nos téléspectateurs ne le connaissent pas, les auditeurs de France Bleu non plus. Bien sûr. En fait, Je peux vous le montrer si vous le souhaitez. Hein, alors, parce que je l'ai amené, globalement, il m'a qu'est-ce qui est choqué. dessus? Comme ça, Mme Couillard va répondre, mais globalement, qu'est-ce qu'il y a dessus, en fait? Aucun mot sur le Rassemblement national. Je pense que vous l'avez fait avant le premier tour en pensant qu'on serait en duel. Un tract qui explique en gros. Il y a un tract concernant qui était prêt sur le Rassemblement national, donc ne mélangez pas tout. En La tout seule cas, ce que chose je vois, qu'il c'est faut que choisir- vous m'associez quasiment À la aux France Insoumise. personnalités les plus extrêmes de la France insoumise. Vous savez que je suis social-démocrate, que je suis au Parti socialiste, que je suis dans la majorité de Jean-Luc Lez, Alors que j'ai pourquoi travaillé vous auprès d'Alain rejoignez cette Rousset. alliance? Mais c'est une union qui s'est faite en Oui, qui s'est réaction, faite en contrepartie de circonscription, Monsieur Saint-Pasteur. en Vous le savez réaction, très bien. en réaction à ce qu'a provoqué le Le président de la programme, c'est République le programme Emmanuel de Jean-Luc Macron. Mélenchon 2022, moins de mesures. Arrêtez. Vous avez vous n'avez pas choisi du de tout la même rejoindre le programme de Jean-Luc Mélenchon qu'il a défendu en Je 2022 regrette et qu'on sur ait lequel il a cette fait 20%. Honnêtement, on Allez-y. pourrait parler des sujets de fond. J'ai parlé du Mais handicap. c'est un sujet de On est fond. juste en face de l'EHPAD C'est vous qui Pernègre. sortez le tract. Je vous parle d'un Parce sujet de que- fond, je vous parle du Parce que programme vous de m'attaquez la sur France mon, Insoumise. vous m'attaquez qui est sur le- mon bilan et je trouve que c'est assez malhonnête. Parce que je considère avoir Bon, bien si travaillé. vous restez J'ai dessus- été réélu en 2021 face à vous, Oui. assez confortablement d'ailleurs, Et j'ai été réélue en 58-42. 2022 largement aussi, donc pourquoi vous... Eh bien, c'est juste pour vous dire que mon bilan ne doit pas être si Rappelez à mauvais quelle puisqu'il a élection, été validé. Sébastien Saint-Pasteur, rappelez à quelle élection, pour qu'il n'y ait Élection pas de- départementale. pour qu'il n'y ait pas de confusion pour nos Élection téléspectateurs. Est-ce qu'on parle Élection législative là départementale. Moi, Pour je être suis- conseiller en tout cas, moi, je suis départemental. très intéressée qu'on parle de leur projet, parce que c'est un projet qui était défendu et porté par la France Insoumise. Il n'y a eu aucune négociation en réalité sur le projet, en réalité. Vous savez mieux que ceux qui ont négocié Mais, en ça, fait. mais il suffit de... Vous C'est savez un beaucoup de choses. copier-coller. Vous êtes C'est pétri un de certitude. copier-coller de Mélenchon Et c'est ça 2022. peut-être le problème des gens qui défendent la majorité présidentielle. Ah. À force d'être pétris de certitude, vous n'écoutez plus les gens C'est et ce qu'on vous vous ne dit. mesurez On vous dit pas. en campagne Mais dans la rue, moi, c'est on ce me que les parle gens pas. vous disent. En On va campagne, demander à personne Bérangère ne me Couillard. parle de Si, ça Bérangère vous, Couillard. Sébastien. Vous n'avez même pas comparé les programmes, vous n'avez même pas vu que c'était le même. Ah, vous savez aussi ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Non, je vous parle... Ben si, vous dites, vous n'avez Bah, même pas vous, comparé les vous me programmes. dites, vous me dites que je me trompe. Je vous dis que... sinon, vous l'auriez vu. Mais évidemment que c'est pas le même programme. Mais bien sûr que si, c'est le même programme, moins de Ouais, très mesures. bien. Alors, les on gens parlait, le savent. c'était la NUPES à l'époque, 2022, le programme des Mais législatives. exactement, il y a le mais c'est programme la de même présidentielle, chose. la NUPES. Mais le nouveau La Front NUPES a été populaire, c'est la enterrée NUPES. pour la C'est création d'un remaquillé, nouveau Front enfin. populaire. C'est Enfin, je veux un dire, scoop. qui en C'est un doute scoop. Le programme, en fait, est un copier-coller de Mais- 2022. Mais qui en doute Merci. Mais qui en Ben, doute tout le monde, à part vous, apparemment. Mais non, Monsieur Saint-Pasteur. Très bien. Écoutez, Ben, parfait. si vous Ben, n'avez pas restez dans vos l'honnêteté de le dire, certitudes. oui, je crois C'est que très bien. là-dessus, On va parler des questions locales, parce qu'il y en a une qui nous interpelle. Juste sur le plan national, pour rester sur le plan national, si dimanche soir, il n'y a pas de majorité absolue pour le Rassemblement national, ou voire pour le nouveau Front populaire, mais qui est quand même un retrait, C'est probable. si on se réfère au premier tour, pour le pays, que se passera-t-il? La dissolution du chef de l'État, Emmanuel Macron, je me tourne vers vous là-dessus, Bérangère Couillard, macroniste de la première heure, vous êtes entré en politique pour répondre à l'appel du chef de l'État en 2017. Qu'est-ce qui se passera? Ça n'aura servi à rien, cette dissolution?
Non, ça n'aura pas servi à rien parce que de toute façon, elle était inévitable, cette dissolution. Beaucoup d'ailleurs de téléspectateurs, j'imagine, mais bien sûr toutes les personnes que je rencontre me posent la question de pourquoi cette dissolution. Beaucoup ont demandé à ce qu'elle soit plutôt à l'automne, on va dire, plutôt septembre. À l'examen du budget 2025. Exactement, mais sauf que c'est bien le sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réaliser une dissolution en plein mois d'octobre, sachant que du coup, vous avez à peu près un mois de fermeture de l'Assemblée nationale et qu'après, il faut environ 15 jours pour constituer ne serait-ce que la présidence, le bureau de l'Assemblée nationale et puis après les présidences de commission. Donc en réalité, on aurait au moins arrêté l'Assemblée nationale pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et donc, ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu de discussion sur le budget et donc on n'aurait pas eu de budget voté au 31 décembre et ça veut dire aussi que dans ces cas-là, on ne faisait pas tourner le pays, c'est-à-dire globalement aussi payer les fonctionnaires pour le mois de janvier. Et donc, ce n'était pas raisonnable. Et qu'est-ce qu'on aurait dit d'Emmanuel Macron s'il avait décidé de faire ça courant de l'automne? Donc moi, je pense que c'était de toute façon soit maintenant, soit après le mois de janvier. Et on ne sait pas dans quelles conditions on aurait effectué ce débat important sur le projet de loi de finances. Sébastien Saint-Pasteur, sur cette question, dimanche soir, c'est soit la majorité absolue pour l'Assemblée nationale, soit un pays bloqué avec une majorité relative, mais une Assemblée nationale bloquée. Et la difficulté de constituer un gouvernement. J'en conviens. C'est toute la beauté de la politique d'arriver à justifier l'inexplicable. Très sincèrement, il n'y a rien qui obligeait à avoir une dissolution le soir des élections européennes. Et très clairement, elle pouvait être faite en septembre. Ça aurait été tout à fait intelligible et possible. Non. Par rapport à... Vous connaissez pas comment fonctionne l'Assemblée nationale. Pourtant, vous avez été conseiller parlementaire. Donc, et vous savez que j'ai l'impression que c'est les débats les plus importants. Je ne comprends pas grand-chose. Mais non, mais c'est les débats les plus importants sur la fin d'année. Je ne comprends rien. Je vous remercie de votre délicatesse. Le sujet, en fait, de la majorité. Le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, et je l'espère très sincèrement, il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le Rassemblement national ne parviendra pas de majorité absolue. Si on est sur une majorité relative pour le Rassemblement national, très probablement, est-ce qu'on arrivera sur certains textes qui me semblent pouvoir dépasser les logiques partisanes? Je parlais de la question du vieillissement, je parlais de la question du handicap. On pourra trouver des logiques transpartisanes permettant de faire avancer ces dossiers. Je le souhaite, je l'espère. Ensuite, une nouvelle fois, qui est responsable de la situation dans laquelle se situe notre pays? Ceux qui sont en fait en train de vous dire qu'ils sont la solution sont les mêmes qui ont provoqué ce chaos. Donc c'est quand même assez cocasse et paradoxal. 289 députés pour avoir la majorité absolue. Bérangère Couillard, vous avez provoqué, entre guillemets, vous, le chaos? Écoutez, majorité présidentielle, bien évidemment, quand je parle de vous. Je ne sais pas si on peut dire qu'on a provoqué le chaos quand on redonne la voix au peuple. À un moment donné, je vous le disais, cette dissolution, elle était inévitable. Souhaitée, non. Inévitable, oui. Donc quand on redonne la voix au peuple, il s'exprime. Et je suis navrée, moi-même, que les habitants, évidemment, et aussi bien sûr tous les Français, donnent autant de voix au Rassemblement national. Maintenant, on est face à cela et il va falloir agir en responsabilité. Vous savez, moi j'ai été membre du gouvernement pendant plus d'1 an et demi. Des compromis, on en a fait énormément. On a travaillé, moi j'ai travaillé au banc évidemment avec la gauche, la droite pour trouver des compromis. Tous les textes, je les ai fait passer avec la gauche et la droite parce que nous n'avions qu'une majorité relative. Et ça, on a eu le cas sur 80% des textes. Donc nous sommes en capacité de travailler comme cela. La seule chose, c'est que sur la Ve République, ça fait réellement, depuis 2022, qu'on a ce travail à faire de dentelle de coalition. On n'est pas habitué à ce genre d'organisation. Et donc, il faut qu'on apprenne à faire tout simplement. Non, et je crois que c'est parce qu'on est au pied du mur qu'on n'a pas le choix de faire cet arc républicain et de travailler ensemble, plus largement, avec, évidemment, de se mettre d'accord sur des grands projets et donc d'avoir une forme de gouvernement d'union nationale. Si on veut contrer le Rassemblement national, nous devrons être en capacité de le faire. Alors, je voudrais que l'on évoque maintenant, alors il ne s'agit pas, je précise, d'une élection municipale à Pessac, mais quand même d'un quartier de Pessac qui suscite beaucoup d'intérêt et d'attention, celui de Seiches-Fort-Manoir. Alors, il y a un an, il y a eu les émeutes en France suite à la mort du jeune Naël lors d'un contrôle de police. Il y en a eu dans ce quartier, comme dans beaucoup d'autres endroits en France. Aujourd'hui, les habitants de ce quartier se plaignent d'être abandonnés. Les commerces qui ont brûlé n'ont pas été remplacés. Par exemple, il n'y a pas de distributeur bancaire, il ne marche plus, il faut aller dans le centre de Pessac. Encore une fois, aujourd'hui, même si vous êtes député, vous ne pouvez pas agir tout seul pour ce quartier. Il y a plus d'une cinquantaine de nationalités qui habitent dans ce quartier depuis longtemps. Il y a un travail qui est fait par les autorités, qui est fait par les associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou autres. Aujourd'hui, on a le sentiment, les habitants de ce quartier ont le sentiment, quelque part, que la République abandonne un peu ses enfants. Est-ce que c'est le vôtre aussi, Sébastien Saint-Pasteur?
Alors, c'est clair que ce Des problèmes de quartier... sécurité, de logement. Non, mais il traverse des difficultés. Vous parlez de la plateforme des services publics. Le DAB, le distributeur automatique de billets, c'était la caisse d'épargne, sans citer de banque en particulier, qui a été dégradée. Donc oui, il y a des carences. Mais c'est là le cœur de la politique, vraiment qui concerne le quotidien des gens. La politique, c'est aussi dire les choses en vérité. Moi, je pense aussi qu'il y a une stigmatisation de ce quartier qui ne l'associe qu'aux difficultés. Moi, je pense à Sophie et Didou, qui sont des bénévoles du centre social. Je pense à Yanis, qui est rentré en école de commerce, dans une des 3 meilleures écoles de commerce de France. À Brandon, qui a monté une entreprise de communication. Enfin, voilà, toutes ces réussites ordinaires, parfois extraordinaires, mais qui ne sont pas mises en avant. Alors, évidemment, il y a des difficultés dans l'accès à l'emploi. Les associations souffrent de difficultés de financement. Il y a ce problème des démolitions de tours qui sont rejetées par la population et qui sont dénoncées par des architectes, Lacaton Vassal, Prix Pritzker ou Christophe Hutin. Enfin, il y a vraiment des difficultés sur la trajectoire de ce quartier, et ce qui vit actuellement, et le sentiment de délaissement, il est réel. Mais pour autant, moi, je ne veux pas laisser dire que ce quartier, il n'est que fait de difficultés. Je ne l'ai pas dit. Je ne stigmatise pas ça. C'est souvent évoqué comme ça. Et moi, j'ai envie de mettre en avant aussi ces belles réussites, ces gens, en fait, qui ont un sens de la solidarité, du partage qui est assez exceptionnel. Il y a aussi un club de boxe qui fonctionne très bien depuis 25 à 30 ans dans ce quartier, Bérangère Couillard, sur cette question de ce quartier. Encore une fois, on le répète, le député ne peut pas tout, mais ça vous impacte aussi forcément. Vous connaissez les gens sur le terrain, comme vous, Sébastien Saint-Pasteur, qui vivent dans ce quartier et se sentent abandonnés par l'État. C'est difficile à entendre quand même en 2024. Écoutez, moi je suis d'accord avec Sébastien Saint-Pasteur sur le fait qu'il ne faut pas stigmatiser ce quartier. Il y a des habitants qui réussissent et c'est malheureusement assez trop peu mis en avant. Il y a 2 sujets pour moi sur les quartiers prioritaires. Là, on évoque évidemment Serge Formanoir, mais il y en a d'autres sur la circonscription. Je crois que c'est un sujet, il y a un sujet de sécurité et il y a un sujet de redonner envie, redonner de l'espoir. Sur le sujet de la sécurité, vous savez, il y avait notamment, en plus de la police municipale, le renforcement notamment aussi de nos forces de l'ordre. Non pas pour effrayer, mais bien sûr pour redonner de la sérénité au quotidien, parce que les habitants ont le droit de vivre avec cette sérénité. Et donc c'est 17 500 policiers et gendarmes qui ont été ajoutés depuis que nous sommes aux responsabilités, et c'est 95 membres des forces de l'ordre qui ont été ajoutés notamment sur la Gironde. Ça, c'est important et ça vient compléter la police municipale. Et puis, bien sûr, il y a le sujet des discriminations. Moi, j'ai été ministre en charge de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. Et je peux vous assurer que 20% des Français déclarent être victimes de discrimination. Et en majorité, c'est par rapport à leur adresse, ou aussi à leur origine ou à leur supposée religion. Et ça, il faut le combattre. Le combattre parce que nous avons besoin de ces talents. Et pour cela, d'ailleurs, j'avais initié notamment une loi, fait voter une loi à l'Assemblée nationale qui, du coup, a été retoquée au Sénat, qui reviendra, je l'espère, à l'Assemblée nationale pour finir son chemin. Et cela doit aider notamment à lutter contre la stigmatisation de certains profils. Et c'est le cas notamment des personnes qui vivent dans les quartiers populaires. Sébastien Saint-Pasteur, dans cette campagne, vous l'entendez déjà avant le premier tour, encore dans l'entre-deux tours, la question du pouvoir d'achat, que ce soit dans votre circonscription, celle dans laquelle vous présentez ou dans les autres, elle est cruciale. Aujourd'hui, comment pouvez-vous y répondre, nouveau Front populaire? Juste avant, j'aimerais revenir quand même sur la question de la sécurité avec la proposition de remettre la police de proximité. Moi, j'ai vu à Sège les fourgons de CRS intervenir de façon légitime, mais ça ne peut pas être le seul contact qu'a la population avec la police. Et il faut rétablir la police de proximité et réinstaurer un autre rapport entre la police et les quartiers et les jeunes des quartiers. Qui avait été abandonné par un chef de l'État à l'époque, Nicolas Sarkozy. Je ferme cette parenthèse. Sur le pouvoir d'achat, en fait, le programme du nouveau Front populaire, il a une logique qui est assez claire. C'est une logique d'inspiration keynésienne, de relance par la demande, d'augmentation des bas salaires. Aujourd'hui, on a près de 17% des salariés du privé qui sont au SMIC. C'était 12% il y a encore quelques années. Donc la désmicardisation de la France, pour reprendre le barbarisme de Gabriel Attal, elle n'est clairement pas là. Donc ce pouvoir d'achat supplémentaire, il est nécessaire. Pour autant, c'est un pacte de confiance qu'il va falloir tisser avec les Français. Parce que si on investit du pouvoir d'achat supplémentaire pour eux, il va falloir qu'ils consomment local et qu'ils fassent tourner la machine nationale. C'est un petit peu ça le pacte. Mais on ne peut pas, en gros, demander aux Français de nous faire confiance et en échange, ne pas leur faire confiance. Sachant que sur Pessac, par exemple, vous gagnez le SMIC, vous ne pouvez pas vous loger. Un studio, en fait, il est à 600, 650 €. Avec ce qu'on appelle la garantie loyer impayé, vous devez gagner 3 fois le montant du loyer. C'est tout simplement impossible.
Et on peut en revenir à Sège avec la destruction de près de 500 logements sociaux. Il y a aussi besoin, sur le logement, en fait, d'avoir des réponses et de relancer la construction. Qu'est-ce que vous dites à vos adversaires, que ce soit le Rassemblement national ou la majorité présidentielle notamment, qui disent que le programme économique du nouveau Front populaire est une hérésie absolue? Ça va augmenter la fiscalité, le SMIC à 1 600 euros. Je comprends Quelque part, on vous accuse de naïveté économique. Non, mais je comprends que pour des gens qui se sont empressés à supprimer l'impôt de solidarité pour la fortune, essayer d'avoir une politique qui soit de justice sociale, ce soit peut-être un peu surprenant. Après, est-ce que l'économie est au service de la politique ou est-ce que la politique est au service de l'économique ? Aujourd'hui, vous avez des différences abyssales en termes de revenus, des très grandes fortunes qui sont très peu fiscalisées. Donc le programme du Front populaire, du nouveau Front populaire, c'est aussi de remettre de la justice, de l'équité. On a 1 personne sur 7 qui vit sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Moi, je trouve que c'est plutôt digne d'être ambitieux là-dessus. Ça a été salué par un prix Nobel d'économie, Esther Duflo, par plusieurs centaines d'économistes. C'est un programme d'égalité, de justice, qui est ambitieux et qui a pour clé la confiance qui est adressée aux Français dans ce pouvoir d'achat supplémentaire qui est investi. Alors, c'est la critique que l'on fait, en tout cas que vous faites, Bérengère Couillard et les autres candidats de la majorité présidentielle, au programme économique du Rassemblement national, au programme du nouveau Front populaire. Oui. C'est une hérésie économique selon vous. Alors, on ne va pas développer l'intégralité des mesures proposées, mais en résumé. Non, mais en plus, c'est assez drôle parce que vous parlez de désmicariser, la France, enfin du coup de faire en sorte que les Français ne gagnent pas le SMIC, alors que du coup vous proposez d'augmenter le SMIC et de le passer à 1 600 euros. Enfin, je ne sais pas si vous êtes allé dans beaucoup d'entreprises et discuté avec des artisans, des commerçants et tous ceux qui aujourd'hui ont des difficultés à payer leurs salariés à ce niveau-là et d'augmenter donc ces salaires. Nous, ce qu'on propose, c'est assez simple, c'est de baisser les charges pour justement faire des primes défiscalisées. Baisser les charges des entreprises. Baisser les charges des entreprises qui permettra du coup de libérer des augmentations de salaire. On augmente notamment, on propose en tout cas d'augmenter jusqu'à 10 000 euros par an, ce qui fait 800 euros par mois, qui pourra être déchargé et ce qui permettra donc plus facilement de réaliser ces primes. Moi, j'ai entendu un débat notamment entre Gabriel Attal et Emmanuel Bompard. Lorsqu'il a été interrogé, Emmanuel Bompard a répondu on proposera aux petits patrons de faire des prêts à taux zéro. Non, mais enfin, je ne sais pas s'ils connaissent le monde économique. On ne fait pas de prêts pour payer ses salariés. Ça ne fonctionne pas. Et donc, oui, bien sûr que c'est une hérésie. Mais de toute façon, il y a une liste. Pardon, mais c'est la liste de cadeaux de Noël. C'est merveilleux. Tout le monde a envie d'augmenter de 10% un certain nombre de choses, notamment les fonctionnaires, de baisser la retraite à 60 ans. Je veux dire, à un moment donné, il faut être raisonnable. Un chef d'entreprise, aujourd'hui, dans le métier de l'artisanat et du commerce... Avant, une toute dernière question à vous poser. Il doit aussi faire face à la hausse... pharaonique des factures d'énergie, il a des problèmes d'attractivité pour employer. Après, derrière, il faut... au bout d'un moment, je ne vois pas en fait ce qu'il y a de choquant à penser que des personnes qui sont payées relativement chichement, on puisse vouloir un peu les augmenter et leur permettre de vivre plus dignement. Mais vous proposez à la convenance du chef d'entreprise, sous des formats de primes et en baissant aussi les cotisations sociales qui sont le fondement de notre protection sociale. Comment vous financez d'augmenter de 10% les fonctionnaires? Ils sont près de 6 millions en France. Mais vous avez aujourd'hui des marges de manœuvre sur les très grandes fortunes. Je parlais de l'impôt de solidarité sur la fortune. Pour financer votre programme, il n'y a pas assez de riches. Ça pourrait durer. Vous êtes obligé de toucher les classes moyennes. Les inégalités, je vous invite. Bérengère Couillard, Sébastien Saint-Pasteur, j'ai une toute dernière question à vous poser, parce que le temps file. On va commencer avec vous, Bérengère Couillard, en une petite minute. Une question toute simple. Pourquoi faudrait-il voter pour vous ce dimanche lors du deuxième tour ? Écoutez, je crois qu'on est face à un scrutin qui est décisif pour les Français. On a un seul choix à faire, parce que la chaise est vide, même si évidemment le score est très haut. Le Rassemblement national ne remportera pas cette circonscription. Donc, en fait, ça se joue entre le candidat du nouveau Front populaire et moi-même. Moi, je crois que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait un programme de gauche qui soit porté, initié par la France insoumise. C'est quelque chose qui est inimaginable. Et donc, moi, je propose plutôt de continuer avec quelque chose de plus juste. Nous, on fait confiance aux Français et on souhaite plutôt rassembler que créer la division. Donc, je crois qu'il faut qu'on continue dans ce sens. Et au-delà de ça, c'est que j'ai moi-même tissé un lien de confiance avec les habitants. Et donc, je souhaite continuer avec eux pendant ces prochaines années
Je vous propose donc de me faire confiance. Sébastien Saint-Pasteur, en 1 minute, s'il vous plaît, également. Pourquoi voter pour vous ce dimanche? Pourquoi faudrait-il voter pour vous? Dimanche 7 juillet... Candidat Nouveau Front Populaire. Exactement. Dimanche 7 juillet, moi j'invite nos concitoyens à se déplacer massivement dans les urnes. Lorsqu'ils vont se rendre à leur bureau de vote, ils auront sur la table, avant de passer dans l'isoloir, 3 bulletins. Celui du Rassemblement national, qui est pour moi une impasse, c'est la privatisation du service public audiovisuel. Donc déjà, vos spectateurs ne pourront plus vous regarder. C'est les polémiques sur les binationaux, l'obsession migratoire. Donc pour moi, c'est une impasse absolue. Il y a le choix de Mme Couillard, qui est celui du statu quo, de rien ne change, et de penser que ceux qui nous ont mis dans cette situation seront ceux qui vont nous en sortir. C'est une logique qui me dépasse et que j'ai du mal à comprendre. Et puis, la candidature que j'incarne, qui est celle d'une nouvelle espérance pour plus de justice, plus d'équité, et celle qui permettra, je pense, de remettre ce pays de façon plus cohérente sur le chemin de la réussite et de plus de justice sociale. Merci beaucoup Sébastien Saint-Pasteur, candidat à Nouveau Front Populaire dans la 7e circonscription de Gironde. Bérangère Couillard, merci. Députée sortante, candidat également dans la 7e circonscription, candidate majorité présidentielle. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette soirée spéciale législative. Passez une bonne fin de soirée. On se retrouve dimanche pour le 2e tour de cette élection législative à partir de 19h55. Merci.